Donc on est parti pour à peu près 1h30 d'écologie dans la ville. Voilà. Madame Magui va... Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation. Je tiens à excuser Monsieur le maire qui a reçu l'invitation officielle et qui est là, qui est pris par d'autres obligations ce soir et qui donc m'a chargé de le représenter. Voilà. Donc effectivement, je suis maire adjointe à la transition écologique, aux espaces verts, environnement, moi je l'élargis un petit peu, et au bien-être animal qui concerne aussi l'écologie. On vous parle très souvent de la perte du vivant et du dérèglement climatique. C'est aujourd'hui une actualité qui nous poursuit partout. Tout comme l'écologie qui, elle, est partout. C'est la science de l'homme et de son environnement et des liens qu'on peut entretenir dans son environnement au sens large. En effet, dans la ville, on le réduit souvent aux espaces verts, l'écologie. Je sais que c'est important. Je ne vais pas le fâcher avec le directeur des services. Voilà. Sauf que l'écologie, ça ne concerne pas que les espaces verts, ça ne concerne pas que le vivant, végétal ou animal, mais bien aussi les déplacements, puisque c'est les déplacements doux, la place de la voiture dans la ville, la place du vélo. C'est donc l'urbanisme, la façon dont les différents lieux de la ville peuvent être organisés, de façon à faciliter les déplacements piétons aussi. C'est bien évidemment l'eau et la nourriture, c'est les constructions, les nouvelles et la rénovation énergétique. Mais pour en revenir aux espaces verts, c'est aussi les continuités de ce qu'on appelle les trams. C'était le thème du printemps de l'écologie. Alors je ne sais pas si vous êtes bien au clair avec ça. C'est ce qu'on appelle les trams vertes, les trams bleues, les trams noires, les trams blanches. Je vais donner une nouvelle, je ne sais plus laquelle c'est, la trame noire. En fait, c'est ce qui permet aux vivants qu'il n'y ait pas de rupture en fin de compte dans le vivant. La trame verte permet effectivement à tout ce qui est vivant de se balader dans les arbres. La trame bleue, c'est l'eau, avec la biodiversité qui y était. Et d'ailleurs, il y a un très beau reportage que vous pouvez sûrement regarder en replay qui s'appelle « Le lanceur d'alerte de la Loire », qui est justement sur la biodiversité de la Loire, notamment des poissons. Donc effectivement, l'écologie dans la ville, ça revient à mobiliser tous les acteurs. Bien évidemment la municipalité, mais aussi les citoyens et les associations, parce que quoi de plus important en termes de lien que les associations ? À ce titre, votre association est intéressante, puisque effectivement, ça permet de mutualiser. Or, l'écologie aujourd'hui, on la réduit aussi souvent, on la traduit souvent par une empreinte énergétique. Or, l'une des solutions se trouve dans le partage, et les associations sont les premières acteurs de ce qu'on appelle le partage, que ce soit autour de marais, autour de quartiers, autour de choix, enfin voilà, avec les villes, puisque vous êtes plusieurs. Ça permet effectivement de toucher ses adhérents, mais l'écologie dans la ville, et je vous en dirai peut-être 2 mots après, c'est aussi la façon dont vous pouvez organiser vos manifestations. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'écologie et la baisse peut se lier dans tout. Il ne s'agit pas de ne plus faire de manifestations. Et pour l'anecdote, lors d'une fête, j'étais assise à côté de l'association des Amis du Québec. Et comme je suis une écolo avertie, affichée et tout ça, la pauvre dame a eu honte de me dire qu'elle prenait l'avion pour aller voir ses petits-enfants. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de tout interdire, il s'agit de faire en réfléchissant. D'autant que aujourd'hui, c'est la structuration même de notre société qui permet à des enfants d'aller vivre loin de son parent. Et donc, ça oblige, si vous voulez voir un petit peu la famille, à prendre la voiture ou l'avion quand ils sont au Québec, bien évidemment. Donc, une ville est faite pour la vie de ses habitants. La municipalité est un acteur pour l'écologie, bien évidemment, dans les choix qu'on va faire. Et c'est faisait partie de notre programme autour de 2 axes, que je vous rappelle, notamment la rénovation énergétique des écoles et la cantine bio et locale qu'on espère mettre en place au cours du mandat. Mais la vie d'une ville repose aussi sur la vitalité des associations, et à ce titre, la fête des associations fut un bel exemple de la vitalité de toutes les associations verrouillères, sans laquelle aucune transition écologique ne sera possible, puisque effectivement c'est aussi ce qui fait le lien entre les habitants, au-delà des municipalités. Donc je rappelle que l'écologie, c'est l'interaction c'est la science de l'interaction des êtres vivants et de leur milieu. Et par milieu, je souhaite attirer votre attention sur le fait que c'est tout le milieu, et pas uniquement le milieu naturel, mais dans une ville, c'est aussi sa relation avec le milieu urbain, ses déplacements, et la façon dont on habite la ville. Voilà, je vous remercie. Est-ce
est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser quelques questions par rapport à l'intervention de Mme Magui ou Monsieur Bajou? Je reste jusqu'à la fin. Je fais partie des élus qui n'ont sûrement pas l'expérience, si vous voulez, et je ne pars pas une fois que j'ai fait mon discours. Je reste jusqu'à la fin. Et même, je suis déçue parce qu'à cause du Covid, il n'y a pas de coup à boire. Je pense que c'est une grosse frustration. Ça me permet de taper des doigts sur les associations qui me servent dans des verres en plastique, vous voyez, ou de faire une remarque sur le fait que le vin n'est pas bio, pas local, et tout ça. Mais du coup, vous n'aurez pas ma petite remarque écolo, et je reste bien évidemment jusqu'à la fin. Il faut peut-être mieux que M. Bajard fasse son intervention. D'accord. Non, mais à moins qu'il y ait déjà une réaction par rapport. Non, il n'y a pas de réaction par rapport à l'intervention. Monsieur Bajard. En fait, moi, c'est davantage une mise en bouche, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai plutôt axé les choses sur la biodiversité, mais qui permet de parler de la ville dans son contexte géographique. Parce qu'on est tributaire du contexte géographique. C'est d'ailleurs ce que, on va dire que la civilisation a un peu oublié au XIXe siècle, quand quand le béton est arrivé et que ça a permis de s'affranchir finalement des réalités géographiques que sont une rivière, que sont une montagne, etc. Et aujourd'hui, avec effectivement des phénomènes climatiques plus forts, les inondations, etc., on retrouve cette réalité géographique. Donc je trouvais intéressant qu'on focalise un petit peu sur la biodiversité dans Bourges, qui permet après d'ouvrir le débat plus largement, bien sûr, sur l'écologie. Alors, j'ai pas de manette à distance, donc pour ça que je suis obligé de m'asseoir. Donc voilà, un petit plan sur à la fois les données environnementales du territoire, donc de replacer, les levées d'action comme une ville comme Bourges, voilà. En fait, la commande qui m'avait été faite, rappelez-vous, c'était plutôt pour mars 2020, hein, donc on était un petit peu sur plutôt une fin de mandat, et là on est en début de mandat, donc c'est pas de faire la liste de ce qui a été fait, c'est de faire la liste où quels sont les leviers, c'est pour ça que j'ai appelé ça levier maintenant. Voilà. Alors, déjà, la biodiversité, pour revenir un petit peu très rapidement sur la définition, effectivement, quand on parle de diversité biologique, hein, parce que c'est ça le terme, on parle de quoi? On parle à la fois de la diversité génétique, donc c'est la différence qu'il y a entre vous et moi, par exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes gènes, on a des capacités physiques, physiologiques qui sont différentes. Donc pour les animaux, pour les plantes, c'est la même chose. Donc c'est dans une même espèce. C'est la diversité intraspécifique, c'est-à-dire que la diversité qu'il y a entre, je sais pas, un chien et un chat. Voilà, on parle d'espèces différentes, ou entre un chêne et un peuplier, ou une herbe et un arbre. Et puis, écosystémique, c'est effectivement les différents milieux. Alors, milieu au sens large, c'est-à-dire qu'un milieu, c'est une interaction entre des espèces animales, végétales, le sol, les micro-organismes, etc. C'est ça un écosystème. Donc, il y a effectivement une diversité d'écosystèmes sur la planète. Et puis, alors, j'ai marqué plus fonctionnel. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'on parle de fonction biologique. Par exemple, chez les végétaux, ça sera le groupe des végétaux qui sont par exemple adaptés au sel. Voilà. C'est-à-dire que quand on va parler de milieu, effectivement, imaginez que demain il nous tombe une pluie de sel, voilà, tout le milieu devient très salé, ne va rester que ce groupe-là. Alors c'est pas un groupe d'espèces, ça sera des espèces, des systèmes écosystémiques qui seront adaptés au sel. Voilà. Ou si la température augmente de 30 degrés, ben, ça sera ces espèces-là, ces groupes qui seront adaptés. Voilà. C'est pour ça qu'on parle aussi de diversité fonctionnelle. Vous pouvez m'arrêter à tout moment, hein, pas de souci. Alors, hop là. On parle un petit peu donc de notre région. Là, vous avez en fait la carte de l'agglomération. D'accord ? Donc, vous voyez, plus c'est vert foncé, plus c'est bas, plus c'est grisé, plus c'est haut. Bon, ça n'échappera à personne. Nous sommes sur une plaine, voilà, traversée par quelques cours d'eau, mais géographiquement, le Berry, c'est plutôt plat.
Alors, vous avez deux coupes transversales par rapport à la vision précédente. Donc, on est effectivement traversé par la vallée de Lièvre et la vallée de l'Oron, qui se rejoignent ensuite dans la vallée de Lièvre. Et vous voyez, quand on a la coupe, alors ça c'est pour cette coupe-là, clac, et quand on regarde dans l'autre sens, effectivement, on a une plaine qui descend un petit peu plutôt vers Marmagne. Quelles conséquences ça a de manière pratique? Par exemple, c'est pour les nappes. Vous savez qu'on a des nappes sous notre territoire. Bon, ben là, l'hydrographie fera que la nappe descend plutôt vers Marmagne. Voilà. Une conséquence de ce relief qui est quand même très doux. Géologiquement, voilà, on est sur des calcaires du Jurassique. Alors, ça vous dit peut-être rien. Catherine Magui, ça lui a dit quelque chose tout à l'heure parce qu'elle est partie se promener quelque part par là, voilà, au niveau des Garettes. Donc elle a senti tout de suite sous ses semelles qu'elle changeait de territoire, qu'elle était sur des marnes. Voilà. Mais sinon, globalement, on est sur des calcaires du Jurassique. Alors, je vais vous dire tout de suite en quoi c'est intéressant. C'est pas pour faire le malin. Donc on a cette coupe-là, je ne sais pas si vous voyez, donc Bourges, on est là-dessus, quoi. On est vraiment sur du calcaire et on a effectivement les marnes qui sont là. Voilà. Bon. Mais globalement, on est sur du calcaire et du calcaire en plus fragmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va retenir l'eau parce qu'on est entre deux couches imperméables. Là. Cette couche-là est imperméable. Ok, très bien, c'est-à-dire qu'on a des nappes d'eau assez importantes. Par contre, comme c'est un calcaire fragmenté, elles se remplissent et elles se vident très vite selon le climat. C'est-à-dire qu'on a des nappes d'eau qui sont assujetties à la pluviométrie. Alors vous pouvez avoir des nappes avec des roches beaucoup plus imperméables que le calcaire. Et là, la nappe, elle peut se remplir pendant 2-3 ans s'il y a des très grosses pluies. Elle garde son eau. Nous, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'effectivement, en cas de sécheresse, on est très très vite. Vous avez vu, enfin, vous n'avez peut-être pas vu cette année, mais c'était surtout prégnant l'an dernier. Le centre-France était particulièrement concerné par la canicule et par les arrêtés de sécheresse. Le Limousin, le Cher, l'Allier, l'Indre, etc. On était des régions les plus rapides. Dès le début juillet 2019, on était déjà en alerte renforcée et après en crise. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus utiliser l'eau, pratiquement pour plus grand-chose. Les maraîchers en savent quelque chose. Donc voilà, donc un territoire qui est fragile. Voilà. On va peut-être en reparler après sur la végétation. Non, on va dire tout de suite. Par exemple, une des conséquences directes, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pratiquement 20% de la végétation, donc sur Bourges, vraiment sur ce plateau calcaire, qui est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que quelque part, si je veux un peu forcer le trait, avoir de la végétation sur un plateau calcaire comme chez nous, c'est pratiquement de la culture hydroponique, comme pour les tomates. C'est-à-dire que quelque part, si on n'arrose pas tout le temps, le sol n'a pas ce qu'on appelle une réserve utile en eau près du système racinaire suffisante. Donc, sauf des sols qui sont amendés, etc., comme dans les marais, parce que là, effectivement, la différente montée des eaux, le fait qu'on remette les vases sur les parcelles, le fait que les maraîchers amendent leur terrain, fait que ce sont des terrains qui sont riches. Mais sinon, et en plus, ils ont l'eau sous leur terrain. Mais dès qu'on est en dehors de cette zone autour de Bourges qui est circulaire, parce que, rappelez-vous, Bourges était entouré de marais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle des marais classés, on parle encore des marais du Mavois, près du Moulon, etc. Mais en fait, ça faisait tout le tour. Il n'y avait que le coin de Sérocourt qui n'était pas en marais, quelque part, presque. Voilà. Tout le Val d'Oron, c'était des jardins maraîchers. Rappelez-vous que le plan d'eau, enfin moi j'étais pas là à l'époque, mais que le plan d'eau a été fait sur des zones maraîchères. Donc la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui on est sur ce sol très calcaire, donc où l'eau est tout de suite drainée. Donc aujourd'hui on est face, comme on ne peut plus arroser
à outrance comme on l'a fait à une époque, il ne faut pas se cacher. Hein. Vous vous souvenez quand vous vous promeniez peut-être au Gibjon, quand ça a été créé au Gibjon, vous aviez des arroseurs partout, c'était vert. Et ça fait belle lurette que pour des questions environnementales et financières, il ne faut pas non plus oublier le côté financier, ça ne sert à rien de se mentir, on n'arrose plus systématiquement les espaces verts, tout très loin de là. Aujourd'hui, on n'arrose plus que les massifs fleuris et les deux jardins, on va dire, patrimoniaux que sont l'archevêché et les pré-Fichot. Bon. Ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a effectivement 20% de nos arbres qui sont en train de crever. Alors, en plus, on a une maladie sur les érables, et les érables, c'est 40% de ce qu'on plante en arbres de voirie, qui s'appelle la maladie de la suie. Je ne sais pas si vous avez vu des érables qui sont en mauvais état. En fait, l'écorce se détache et c'est tout noir en dessous. Ce sont des spores, ce qu'on appelle des spores de champignons qui sont des conidies. Bon, il faut faire d'ailleurs attention parce qu'elles ne sont pas très bonnes pour les poumons, alors pas à hauteur de ce qu'on fait, ça pose problème surtout au Canada, quand les gens abattent les érables, à force de travailler toute la journée là-dedans, il faut faire attention, c'est une spore qui est pas bon pour les poumons. Mais ça veut dire que ça, c'est une maladie qui avant était une maladie secondaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle une maladie de faiblesse chez les arbres. Donc c'est quand un arbre commençait à devenir très vieux, etc., il n'avait plus tous les systèmes immunitaires, parce que les végétaux, c'est pas tout à fait comme chez nous, mais ils ont aussi des systèmes qui leur permettent de se protéger. Ils n'ont plus la capacité. Et ça veut bien dire que tous les érables aujourd'hui, ils subissent tellement un stress hydrique qu'ils ne sont plus en capacité de résister à une maladie de faiblesse qui aujourd'hui les tue en 3 mois. Oui, M. Benjamin, il vous prouve le moral en l'espace de 2 heures. Mais... Vous n'avez pas fait ça, moi aussi. Il fallait tout de suite que je claque. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut réfléchir à 50 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions. C'est quoi les solutions? C'est-à-dire que même sur un plateau calcaire comme celui-là, vous avez des zones qui sont plus favorables aux végétaux que d'autres. Donc aujourd'hui, justement, c'est pour ça que c'est intéressant de présenter quelle est la situation géographique. Aujourd'hui, il faut refonctionner avec la géographie. Et peut-être, je suis très provocateur, mais peut-être qu'il y a des lieux aujourd'hui qui ne sont pas plantés, qui sont des parkings ou qui sont des bâtiments, etc., que peut-être ils seront abattus pour tel truc, et se dire, tiens, là, on est sur un petit fond de vallon dans la ville, on a un peu de terre un peu riche, et ben on va planter là. Et puis là où il y a des arbres depuis 50 ans ou 60 ans, mais on est sur du bitume, on est sur du calcaire, ça ne sert à rien, on est obligé d'arroser à outrance si on veut conserver des végétaux, ça veut peut-être dire que là, il faut se poser la question, est-ce que ça sert effectivement à tout prix de maintenir la végétation là où elle est? Voilà. Du moment qu'on pensait, bien sûr. Donc voilà, ça c'est déjà une première réflexion qu'on peut avoir. Quand on plante dans l'ultra-urbain, aujourd'hui, sur des opérations d'aménagement en plein cœur de ville, toutes les collectivités réfléchissent, ou en tout cas celles qui sont un peu pionnières aujourd'hui, vouloir mettre ou remettre de la végétation. Là je dis mettre parce que Bourges c'est une ville médiévale, donc il n'y a jamais eu beaucoup de végétation dans des villes très fermées. Mais mettre de la végétation pour permettre de lutter contre les îlots de chaleur, puisque c'est bien ça le but. Mettre de la végétation aujourd'hui, hier c'était pour faire joli, pour beaucoup, pour les parcs. Aujourd'hui, c'est une question de survie pour les villes. C'est-à-dire que c'est pour lutter contre les îlots de chaleur. La végétation, l'arbre, et la végétation arbustive, elle est importante. Pourquoi? Pas parce que l'arbre, il fait de l'ombre. Oui, il fait de l'ombre. Mais vous serez toujours plus au frais sous un arbre bien feuillu que sous un toit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans les arbres, c'est qu'ils font ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. C'est-à-dire qu'en fait, ils pompent l'eau du sol par leurs racines et ils la réémettent sous forme d'eau vapeur. Donc c'est vraiment un climatiseur au sens technique du terme. Et ça, ce sont les seuls sur la planète à le faire. C'est-à-dire que faire de l'oxygène, je dis souvent, les algues qui sont à la surface des océans produisent la moitié de l'oxygène par les bactéries, phytoplancton, etc.
Donc les arbres sont importants pour l'oxygène, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ce n'est pas les seuls à le faire sur la planète. Par contre, aller puiser profondément dans le sous-sol de l'eau liquide et la réémettre dans l'atmosphère sous forme de vapeur, ce sont les seuls, ce sont des capillaires en fait. Et c'est pour ça que ça soit à un niveau planétaire, les forêts amazoniennes, etc., qui disparaissent, c'est catastrophique au niveau du cycle de l'eau sur la planète, et à un niveau bien plus petit comme la ville, c'est également important. C'est-à-dire que si on enlève toute capacité de climatisation, c'est-à-dire de présence d'eau-vapeur dans l'air, à part de créer des asperceurs partout, et là bon, c'est un autre coût pour les faire fonctionner, donc c'est pas vertueux, mais ce sont les seuls à le faire. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, pour lutter contre les îlots de chaleur en ville, de réintroduire de la végétation. Et de la végétation qui participe au cycle de l'eau, c'est-à-dire que ce n'est pas un pot où je vous mets un petit arbre dedans, où en fait il n'y aura aucun contact avec la roche-mère, enfin avec le sous-sol, et où au contraire je devrais arroser artificiellement pour maintenir ce pot-là. Non, il faut un arbre qui soit ancré dans du vrai sol, qui pompe l'eau qui vient de la pluie, ou des nappes qui remontent, et qui la remettent dans l'atmosphère. C'est ça le cycle de l'eau. Et c'est ça qui est vital pour nos villes aujourd'hui. Voilà. Et ça veut dire que vouloir végétaliser un centre-ville, c'est forcément très volontariste, parce que quand vous voulez avoir des vraies conditions de plantation, comme je vous les cite, eh ben vous vous battez avec la voiture, avec les réseaux traditionnels, gaz, électricité et compagnie, maintenant avec toutes les fibres. Vous êtes aussi en compétition, quand vous travaillez sur l'environnement, vous êtes quasiment schizophrène, parce que vous êtes en compétition avec les pistes cyclables. Donc voilà, donc ce que je dis souvent, c'est qu'on ne peut pas gagner partout, mais il faut qu'il y ait un vrai arbitrage de dire, bon, est-ce que je choisis la voirie ou est-ce que je choisis des arbres? Est-ce que je choisis la fibre, etc. Il y a des moments, on perd ou on gagne, mais ce que je dis souvent, c'est qu'il faut au moins qu'il y ait un arbitrage pour que parfois la végétation, elle gagne. Parce que sinon, vous aurez toujours les très bonnes raisons économiques, fonctionnelles, pour dire, ben non, on ne peut pas planter d'arbres parce qu'il n'y a pas de place. Une ville, finalement, quand même, très irriguée. Très arrosée, hein, je veux dire, je sais plus qui disait ça l'autre jour, qu'un géographe qui parlait de Bourges parlait d'une presqu'île. Mais c'est presque ça. Un géographe qui n'habitait pas à Bourges, à Non, mais c'est presque ça. Mais de par la présence de tout. Vous avez des situations, effectivement, pratiquement de presqu'île à Bourges. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas. Bon. Les températures, pourquoi j'en parle? C'est effectivement un climat très tempéré. Je reviens sur mon sujet des arbres et voilà. Effectivement, le fait qu'on soit sur un climat tempéré a fait qu'au niveau de la végétation, que ce soit sur les forêts de l'ONF ou sur les plantations en ville, bon, on a pu se permettre une gamme assez élargie. J'ai une palette végétale assez élargie. On pouvait à la fois taper dans du méditerranéen ou dans du plus nordique, etc., des hêtres, voilà. Aujourd'hui, face au changement climatique, effectivement, on en subit aussi des conséquences. C'est-à-dire que ce qui n'est pas adapté à une sécheresse prolongée a tendance plutôt à crever. Je vous dirais sur le climat, on n'en sait rien, personne ne sait exactement comment le climat va évoluer. L'étude du climat, quand je faisais la climatologie, quand je faisais l'agro, c'est une des sciences les plus compliquées parce qu'en fait, c'est le déplacement des masses d'air sur la surface, enfin, dans l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la probabilité, en fait, des déplacements statistiques, que vraiment une loi physique des flux, quoi. Et donc, bien malin sera qui nous dire quel sera le climat dans 100, 200 ans. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on se dirige plutôt effectivement vers un réchauffement, qui pourrait bientôt être un refroidissement si les grands flux d'air sur la planète se modifient. Ce qu'on sait, c'est que pour le moment, on se dirige plutôt vers, dans nos régions qui étaient à 4 saisons, on commence à devenir presque à 2 saisons, un espèce de régime de mousson, avec des hivers pas trop froids, très pluvieux, tendance à inondation,
et des chaleurs qui arrivent très vite au printemps. Vous avez vu ce printemps ou dès le mois d'avril pendant... voilà, c'était très vite très chaud, mais où effectivement l'été est sec. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va revoir notre palette végétale, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire que des végétaux méditerranéens comme certaines villes font. Parce que c'est aussi mettre tous les œufs dans le même panier. C'est aussi dire on peut avoir des maladies qui tombent sur telle ou telle espèce, donc ça ne veut pas dire qu'on va diminuer la palette végétale, mais on va effectivement plus la réorienter par rapport aux indications qu'on a sur 50 ans, 100 ans. Voilà. Il y a certaines préfectures, etc., qui disent mais planter des végétaux qui ne consomment pas d'eau, des cactus, des machins, etc. Bon, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, non, c'est un non-sens. Parce que, ok, je ne vais pas dépenser l'eau pour arroser, mais où est mon cycle de l'eau là-dedans? C'est-à-dire que, non, plantons des végétaux qui font de l'évapotranspiration. Par contre, donnons-leur les bonnes conditions. Et ce que je disais par rapport à cœur de ville, excusez-moi, j'ai oublié dans mon propos, c'est que quand on réfléchit à planter dans l'hypercentre, dans l'hyperurbain, c'est comment je connecte mon réseau d'eau pluviale qui part directement des gouttières, des toits ou des caniveaux de la voirie, qui part directement dans des tuyaux pour aller dans les rivières. Donc ils partent dans l'océan. C'est-à-dire que c'est pareil pour les fossés. Quand on parle des campagnes, on a enlevé tous les fossés, toutes les haies, etc. Donc ça part directement, pareil, dans les tuyaux et ça part dans les rivières. Bon. Ça veut dire que toute cette eau, elle n'humecte plus le sol. C'est-à-dire qu'elle fout le camp tout de suite. Et aujourd'hui, il faut retrouver cette imperméabilité dans les sols urbains. C'est-à-dire qu'on réfléchit, voilà, vous avez une place urbaine, bon, ben, où passent les passants? Souvent, on se rend compte que finalement, les passants, ils ont un flux. Ils vont traverser la place dans un sens ou dans un autre, ils ne vont pas utiliser l'ensemble de la place. C'est parfois de réfléchir quelles sont les surfaces que je peux désimperméabiliser pour que l'eau re-rentre dans le sol. Voilà. Et de dire je plante ça en ville, et du coup je crée une connexion avec les caniveaux et avec les toits pour que l'eau vienne sur ces zones qui sont plantées, et je n'ai pas besoin d'arroser. Et je peux prévoir des stockages. Quand je fais un projet urbain aujourd'hui, il y a forcément une case. Est-ce qu'on peut stocker de l'eau? Peut-être pas à chaque fois, mais il faut se poser la question à chaque fois. Alors je vais quand même un peu intervenir sur l'écologie dans la ville, c'est une chose, mais je crois qu'effectivement, la notion de progrès qu'on nous a vendue sur ces dernières années, et que moi j'ai appris à l'école, consistait à utiliser la nature pour nos fins à nous. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que la nature, on n'arrive pas trop à la juguler, et donc aujourd'hui, on est plutôt dans une idée de comment on fait avec, plutôt que d'essayer de la dompter pour qu'elle serve nos intérêts personnels. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, demain, je peux planter n'importe quel arbre, faire venir une benne de terre, rêver de modifier le sol, mettre de l'eau à gogo dessus. Là, il poussera peut-être, d'ailleurs, il poussera peut-être pas. Mais aujourd'hui, c'est plutôt, on réfléchit effectivement les aménagements des villes et l'écologie dans son ensemble sur le dérèglement, c'est-à-dire sur comment on fait. Parce qu'effectivement, le cycle de l'eau a besoin que l'eau rentre dans le sol, pénètre le sol, alimente les nappes phréatiques afin d'alimenter les sources qui, elles, font les rivières. Voilà. Et les rivières, elles ont un rôle majeur, complexe, de plein de choses. Elles servent effectivement à arroser les marais, les jardins, les choses comme ça pour qu'on puisse se nourrir. Elles servent à se baigner dedans pour se rafraîchir et pour s'amuser. Elles servent au sport. Je n'ai pas d'association de pêcheurs là, mais les associations de pêcheurs sont voilà. Elles servent à l'industrie aussi. Hein, je vous passe le nucléaire sur la Loire parce que nous on n'en a pas, mais on a ici des industries qui utilisent l'eau en amont de Bourges ou en aval de Bourges de façon à nettoyer, à vivre aussi. Hein. On a installé, Bourges a un passé industriel autour des moulins. Enfin, voilà. Et donc aujourd'hui, je crois que l'enjeu de la ville et de l'humain dans la ville, c'est de ne pas vouloir que la nature soit jolie, mais qu'elle soit utile. Elle soit utile, effectivement. Alors il y a le cycle de l'eau, mais je rappelle aussi qu'il y a tout ce qui est de l'ordre de la biodiversité, qui est le seul gage de résilience sur le climat.
Parce que le climat, lui, il évoluera et la nature, elle reprendra ses droits. La question, c'est plutôt comment nous, humains, on se comporte dans la nature, dans la ville et par rapport à la biodiversité. Est-ce qu'on a répertorié sur Bourges, en ville ou un petit peu la ville proche, des zones justement exploitables et propices à être végétalisées à l'heure actuelle? Oui, alors Bon, déjà, c'est naturel, mais je vais en parler un peu après. Déjà, on identifie des zones qui sont végétalisées aujourd'hui et qu'on va préserver. Par exemple, mais là j'en ai pour 5 minutes, hein, et puis après on passe aux échanges. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez la propriété Villepelé, qui est derrière la gare. Donc 2 hectares, où il y avait des projets de développement économique, etc. Pour le moment, ces projets ne sont pas mûrs. On a réussi à convaincre de dire laissez la végétation en place. Ce parc est magnifique. On verra ce qu'on en fait demain. Peut-être qu'il faudra mettre un bâtiment, etc. Mais la première idée, c'était de dire bon, mais on met à nu et puis on verra bien ce qu'on en fait après. Bon. On a dit non, il vaut mieux ce qu'on appelle en urbanisme le préverdissement. C'est ce qu'on appelle le préverdissement. On ne sait pas ce qu'on va faire de la parcelle. On plante, on s'en fout. Il n'y a pas de projet pendant 20 ans, et ben les gens, s'ils font un projet, par exemple, de lotissement, ben ils peuvent faire leur lot dans des parcelles qui sont déjà boisées avec des arbres qui ont 20-30 ans. Tout le monde est gagnant, quoi. Pour répondre à votre question, c'est le plan d'urbanisme qui gère les espaces et tout ça. Alors oui, effectivement, on peut toujours repérer des zones. Le problème aujourd'hui, on est plutôt sur un combat de préservation de ce qui existe, effectivement. Et puis, il y a toute la problématique des friches. Qui sont des friches urbaines, il y a des tas de lieux à Bourges où il y a effectivement des espaces. Alors est-ce qu'on va les végétaliser? Est-ce qu'on va y mettre de la production énergétique? Est-ce qu'on va y reconstruire un bâtiment? C'est effectivement des choix de municipalité. M. Bajard vous disait bien, parfois on arrive un peu à gagner, puis parfois on perd, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que tout bâtiment aujourd'hui qui est construit est quand même construit sur des normes énergétiques assez draconiennes. Qu'effectivement, il faut penser à la récupération des eaux. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de choses. Même sur du construit, on peut faire. Alors, sur du construit neuf, c'est facile. C'est assez facile. Du construit neuf, on sait faire. Il y a tout l'enjeu de la rénovation, qui est beaucoup plus complexe, notamment parce qu'on est dans une ville avec des enjeux patrimoniaux, touristiques, moyenâgeux. Enfin, voilà. On ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. C'est un choix de société. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on peut mettre des panneaux solaires sur une cathédrale? Non. Non, on ne peut pas. Non, mais ça, on ne peut pas. Ça, je vous le confirme, on ne peut pas. Et alors? Moi, je vous pose la question, et alors? Enfin, je veux bien qu'on conserve les cathédrales comme elles étaient au Moyen-Âge, hein, mais, enfin, alors, c'est un peu provocateur, hein, je suis désolée, je suis toujours un peu... voilà. Mais effectivement, moi, j'ai vu... Enfin, là, je me suis acheté un livre sur végétaliser les villes, je ne lui ai pas dit encore, monsieur Bajard. Mais vous voyez, un parc en Allemagne, ils ont mis un vieux tracteur pour que les enfants s'amusent. Voilà. Et les enfants montent sur le tracteur et ils s'amusent sur le vieux tracteur. En France, c'est interdit. Vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Donc vous êtes obligé de construire quelque chose de neuf, de mettre un revêtement qui internalise pour que les enfants ne se blessent pas. Enfin, vu l'âge de l'honorable assemblée, je veux dire, on est tous tombés par terre, on s'est tous écorché les mains. Enfin, d'accord? On faisait du vélo, enfin voilà. Hein. On est tous tombés. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez des normes comme ça qui sont, pour moi, qui sont anti-écologiques. Et effectivement, la bataille, elle est rude et elle se mène à tous les niveaux. Elle est assez aisée, en vue. Enfin, au niveau d'une municipalité, c'est assez facile de faire des choses. On peut faire des choses au niveau de la municipalité. On peut faire des choses au niveau des départements. On peut faire des choses au niveau de la région. Voilà. Et on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des lois au-dessus qui nous permettent. On peut vraiment déjà faire des choses importantes. Je vais aller vite pour pouvoir laisser la parole. Donc, on a un territoire dont les zones précieuses sont identifiées. Donc, les ZNIEF, c'est les zones, je ne sais même plus comment je veux dire, d'intérêt écologique, faunistique, floristique, je crois. Donc, ça, c'est issu des lois de protection de la nature des années 70.
Et vous voyez, donc on a une réserve naturelle nationale, on a différentes zones qui sont identifiées par l'État et par le département. Là, c'est la trame boisée, mais je vais tout de suite aller à la conclusion. C'est-à-dire qu'on a identifié la trame boisée, la trame bocagère. Donc vous avez Bourges au centre, hein, et donc là, je vous rappelle, c'est le territoire de l'agglo. La trame herbacée, la trame bleue, et on fait une synthèse, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que, mais il n'y a rien d'étonnant, mais il vaut mieux le dire que ne pas le dire. On a effectivement des nappes qui sont importantes, mais je vous l'ai dit, elles sont fragiles parce qu'elles se remplissent, enfin, elles se vident aussi vite qu'elles se remplissent. On a un blocage de cette ville médiévale sur les trames végétales. Autant l'eau traverse la ville, autant que ça soit la trame bocagère herbacée, effectivement, on a peu de possibilités. Donc il faut renforcer cette trame. Clac. La pollution lumineuse, ça ne dédonnera personne. On est une ville-centre. Hein. Bourges est une ville-centre avec finalement une agglo très resserrée hein, par rapport à d'autres agglos en France. Donc la pollution lumineuse, elle est là. C'est à la fois bien sûr par rapport aux chauves-souris qui est emblématique de ça, mais moi je dirais qu'au-delà de ça, c'est aussi notre capacité à voir le ciel. C'est-à-dire que si on ne peut plus voir notre environnement avec une... Là, je vais être un peu plus fort bleu que je suis d'habitude. Normalement, je suis très pragmatique et j'explique plutôt les choses financièrement, etc. Voilà. Là, par contre, c'est presque une question philosophique. Si on ne peut plus regarder notre environnement, c'est qu'il y a une seule trace de l'homme, visible par des lumières, etc. Ben, on oublie ce lien qu'on a avec notre planète. Enfin, ça, voilà. Ça, c'est plutôt quelque chose de philosophique. Ça va parler à Michel Melin, la fragmentation des cours d'eau, voilà. On est effectivement, comme le disait Catherine Magui, il y avait les marais, il y avait donc le maraîchage sur d'anciennes zones de pacage, hein, parce que les marais avant c'était des zones de pacage au bas Moyen-Âge, et c'est devenu après des zones effectivement cultivées. Mais il y avait énormément de moulins, il y avait beaucoup de pêche aussi dans les marais, ça s'en a un petit peu oublié. Donc beaucoup d'ouvrages en fait. Des digues, des barrages, des moulins. Donc effectivement, depuis les lois sur l'eau de 2006, il y a une politique de l'État qui vise à fluidifier les cours d'eau, c'est-à-dire à ce qu'il y ait de moins d'obstacles possible pour la continuité piscicole et sédimentaire. Voilà. Bon, maintenant c'est parfois compliqué parce qu'il y a des barrages, si on les enlève, ça assèche des bras plus loin, etc. Donc tout ça, c'est des fortes négociations. Mais c'est en tout cas une tendance lourde de l'État. Alors, qui est pour la biodiversité? Je dirais qu'ils ne le disent pas assez, c'est aussi pour la lutte contre les inondations. Parce qu'effectivement, si on peut aujourd'hui limiter l'influence d'ouvrages sur les cours d'eau, ça veut dire qu'ils seront plus près de leur cours naturel. Et que par rapport aux inondations qu'on pressent, puisque moi ça fait, j'ai travaillé un peu sur Montluçon, bon, ben, il y a le barrage de Rochebu, si le barrage de Rochebu il casse, Montluçon est sous l'eau en un quart d'heure. Hein. Ils ont un quart d'heure pour mettre les sirènes, etc. Bon, et on sait très bien qu'avec la montée des eaux, il y avait déjà, quand je travaillais à Montluçon il y a 15 ans, l'État était venu nous voir pour relever les digues, etc. C'est-à-dire qu'ils voyaient un peu plus loin, quoi. Ils alertaient pas trop la population, mais ils commençaient déjà à réfléchir à qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc effectivement, voilà, je suis un peu long, excusez-moi. Voilà, donc c'est la synthèse, voilà, rappelez, donc on a effectivement un relief qui est peu contraignant, on a des ressources souterraines d'eau qui sont exploitables mais fragiles. On a un climat clément, très bien, mais ça nous a induit une grande palette végétale. Aujourd'hui, on en paye le prix sur l'assèchement. Hydrographie dense, beaucoup de rivières, ok. Espace reconnu pour la valeur écologique, oui. Politique de préservation de
la biodiversité dans les documents d'urbanisme, oui. Enfin, on ne va pas dire qu'on est... Voilà. Par exemple, vous n'avez pas de... Dans notre région, on n'a par exemple pas de parcs régionaux. On est sûrement une des seules... Il y en a un en projet dans le Il y sud. en a un projet, mais vous vous rendez compte, depuis le début des parcs... Alors, je ne dis pas qu'il le fallait, mais c'est une remarque, quand même. C'est-à-dire que les premiers parcs régionaux, qui étaient d'ailleurs des instruments d'urbanisme, hein. C'est-à-dire que, par exemple, un des premiers en 64, qui est par exemple le parc du Luberon, qui est un parc magnifique, bon, il n'a pas été créé pour protéger telle ou telle espèce de rapace, etc., même s'il le fait maintenant. Il a été créé pour lutter contre l'urbanisme galopant, sur cette zone-là, qui était très privilégiée. Camus, quand il a eu son prix Nobel, qu'est-ce qu'il a fait avec son prix Nobel? Il a été acheter une maison dans la zone, au Luberon. Donc déjà, c'était très prisé à l'époque. Bon. Donc, et c'est vrai, voilà. Donc on est une des rares, quand vous voyez, on est une des rares zones où il n'y a pas de PNR. Mais peu importe. Hein. On a la Brenne, mais c'est vrai que c'est... Oui, mais qui est après, voilà. Oui, c'est ça, c'est près de la région. Voilà. Bon, après Bourges, voilà. Bourges, vous voyez, on a effectivement, là c'était pour insister par exemple sur l'intérêt de Villepelay par exemple. Alors je vais avoir du mal là parce que je suis un peu trop près. Donc là vous avez la rocade verte hein, qui suit Lièvre, hein, avec les Catagnes, là, je claque. Et donc, ok, donc là on a une fonctionnalité qui marche bien, mais vers le nord, malgré les flèches, c'est pas si évident que ça. Et effectivement, on se rend compte que Villepelay, qui est par là, est bien utile pour aller rejoindre un peu la Sologne, quoi. Voilà. Et effectivement, on a les marais qui nous permettent d'avoir une fonctionnalité plutôt horizontale, mais à part les préfichaux qui sont dans ce coin-là, vous n'avez pas grand-chose en vert, quoi. Oui, madame. J'ai presque fini, hein, voilà, j'ai presque fini. Parce que tout ça, on en a parlé, hein, d'agir sur la disponibilité de la ville ancienne, ça, je vous en ai parlé, où c'est forcément une politique très volontariste pour lutter contre les réseaux, contre maintenir la continuité des vallées, des zones humides. Ça, c'est une chance qu'on a, c'est qu'au moins on a le réseau hydrographique qui est là, et ça on ne peut pas l'enlever, donc au moins servons-nous-en. Et par exemple, on a pas mal travaillé, outre les marais classés, mais on a également les marais, ce qu'on appelle Robinson, Saint-Paul. Là, on a une zone où on a travaillé dessus, on retravaille Catherine Mingui en ce moment, pour effectivement, on a fait une étude d'hydrographie pour voir effectivement est-ce qu'il y a des traversées à faire entre l'Oron, entre les différents cours d'eau pour améliorer le maraîchage. Actuellement, vous avez des maraîchers là-bas, ils sont inondés dès le mois de janvier, dès qu'il y a un peu cette fameuse mousson qui commence. Bon. Alors, c'est un peu normal puisque le régime hydrographique a changé depuis 30 ans. Donc il y a des zones qui étaient cultivées par leurs pères qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc ça c'est logique puisque les cours d'eau du fait de l'État ont retrouvé une certaine fluidité quand même. Bon, maintenant, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des travaux qui seraient acceptés par l'État bien sûr, qui redonneraient un peu plus de possibilités de maraîchage? Et pourquoi faire? Est-ce qu'il y a une demande réelle sur la zone, etc. Bon. Sachant qu'en plus, il y a un projet, vous savez, vous avez suivi l'actualité, mais c'était plutôt chaud il y a 3-4 ans, mais ce projet est toujours sur les papiers de la préfecture, c'est le seuil du moulin de la Chape, qui normalement, selon l'État, devrait être enlevé. Bon, et ça veut dire... Ça coûte, au déversoir du moulin de la Chape, vous avez vu l'eau qui ça coule. Alors ouais. S'ils avaient abrasé c'est un vrai débat. Plus rien. C'est un vrai débat parce qu'effectivement l'eau diminuerait, enfin la nappe d'eau diminuerait de 50 cm. Donc c'est un vrai débat. Est-ce que pour la continuité piscicole, il faut pas par rapport à l'économie, voilà, bon, c'est un vrai débat. C'est pour ça que c'est pas réglé d'ailleurs. Sinon ça serait réglé depuis très longtemps.
un axe à relier entre le sud et le nord. C'est un vrai sujet, il y a des arguments pour et des arguments contre. Après, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, la politique de l'eau, en tous les cas pour les villes et puis pour l'aménagement du territoire, est plutôt à rendre les cours d'eau à leur champ naturel, de façon à éviter, à créer des zones tampons, en fin de compte, pour éviter les crues. Après, ce moulin de la Chape, c'est compliqué, mais du coup, ça me fait faire un lien sur votre question, savoir ce qu'on avait inventorié, qui était aussi un inventorié, c'est les espaces verts sont beaucoup sur des lieux privés à Bourges. C'est-à-dire que vous avez beaucoup, les gens ont des jardins, ils ont des arbres dans leur jardin, voilà. Et là, on n'a absolument pas pouvoir dessus. Et le Moulin de la Chape est un bon exemple, puisque c'est un lieu privé. Voilà. Mais soit dit en passant, ça coûtait rien, c'était tout financé. Hein. Voilà, puisque c'est l'agence de l'eau qui finance ça. Et quand même, je vais faire un petit coup d'agribashing, parce que ça me tente trop. C'est-à-dire que d'un côté, nous, on nous demande, tous les syndicats d'eau, à revenir l'eau à leur truc naturel, et d'un autre côté, on voudrait forcer la nature, c'est-à-dire garder de l'eau pour pouvoir continuer à arroser les champs. Je pense sincèrement qu'il est temps de penser avec la nature et le climat tel qu'il est, plutôt que de vouloir absolument cultiver des choses dont on n'a pas forcément besoin. Bon, ça donc on l'a évoqué. Que faire au niveau communal, je dirais c'est effectivement, mais ça c'est fait depuis un bon bout de temps à Bourges, c'est l'arrêt des produits phytosanitaires en termes de biodiversité, qualité de l'eau. On a été une des villes assez pionnières en France, puisqu'on l'a fait à la fois sur les espaces verts et sur la voirie. Parce que beaucoup de villes l'ont fait comme Lyon, mais ils ne le faisaient que sur les espaces verts. Donc c'est pas pareil. Sachant que c'est surtout le désherbage des trottoirs qui est très nocif, parce que je ne dis pas que c'est bien sur les espaces verts, mais sur les espaces verts, ça va quand même se mettre dans la terre. Vous avez des micro-organismes dans la terre qui vont digérer plus ou moins les produits phyto, donc c'est pas terrible. Mais le pire, c'est effectivement le désherbage que vous faites sur les trottoirs, où vous êtes... Normalement, vous n'aviez pas le droit déjà, dès les années de 2006, d'utiliser des produits phytosanitaires à moins de 5 mètres d'un cours d'eau. Est-ce qu'un caniveau n'est pas un cours d'eau? Dès qu'il pleut, ça part. Donc voilà, donc c'était intéressant à Bourges qu'on le fasse. Voilà. Nouveau mode de fleurissement, et effectivement, les villes réfléchissent, et depuis un bout de temps, on n'est pas là pour le coup le plus en avance à Bourges, je l'avoue, sur les plantes vivaces. Après, c'est pas magique. Beaucoup de paysagistes disent ouais, on plante des plantes vivaces et on s'occupe de rien. Ce n'est pas vrai du tout. C'est beaucoup plus facile de mettre des plantes annuelles, comme vous voyez à l'archevêché, c'est-à-dire qu'on les cultive en serre, pof, on prend telle ou telle essence, clac, on compose un petit plan, et les agents mettent ça au mois de mai, pof, et vous arrosez, et c'est bon. Des vivaces, c'est quoi? Ce sont des plantes qui vont au moins survivre 3 ans, si ce n'est plus, au même endroit, qui vont souvent disparaître pendant l'hiver, elles vont faire une rosette, elles vont se transformer en tubercules, elles vont... C'est-à-dire que là, pour cultiver un espace comme celui-là, il faut être un super jardinier. Il faut connaître toutes les plantes, leur cycle de vie, etc. Un massif d'annuels, vous n'êtes pas jardinier, mais vous savez que la plante temps, elle va là, elle va là. Je vous file des numéros, ben, vous le mettez et vous ne connaissez rien en botanique. Quand les paysagistes vendent des vivaces en disant on ne touche plus à rien, c'est complètement faux. Voilà. Il faut des super jardiniers. Il peut y avoir un mélange des deux, non? Pardon? Il peut y avoir un mélange des deux? Oui, il peut y avoir un mélange des deux, on le fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on se sert de vivaces en fond de massif et on met des annuels en devant de massif. Tout à fait. Plantation d'écosystèmes, arbres. Oui, alors ça, c'est par exemple, c'est par exemple près de la MCB2. On souhaite revégétaliser autour, mais on souhaite végétaliser, en fait, bon, les arbres ont disparu, ça voilà, mais on souhaite remettre les 3 strates végétales. C'est-à-dire qu'une trame verte qui est fonctionnelle, il faut qu'elle ait une partie par an. Bon, sachant qu'en plus, donc c'est du temps agent, voilà, c'est de l'argent. En plus, c'est des travaux souvent pénibles, donc ça cause des mal de dos, des machins, etc. Donc oui, ça a un coût global qui est pas
Donc, non aujourd'hui, c'est significatif. traité en partie. Je vais très vite pour laisser la parole à la place. Donc effectivement, les mesures de protection, on en parle là, par exemple, l'exemple récent, on y était cet après-midi avec Catherine Magui, c'est l'espace naturel sensible qu'on a créé au Garrett, donc un peu plus de 30 hectares, sur un espace qui était dédié à l'urbanisme. Il y a 30 ans, il n'y a pas eu de projet, etc. Donc on a effectivement, c'est un terrain qui est intéressant au point de vue écologique, qui a une grande diversité, voilà, parce que c'est un terrain qui est en pente, c'est un terrain qui est sur deux nappes géologiques, enfin deux strates géologiques différentes, etc. Donc en plus vous avez un point de vue qui est magnifique sur la vallée du Moulon. Donc voilà, donc on a fait effectivement une espèce de réserve, on va dire ça comme ça, un espace naturel sensible. C'est une réserve qui est ouverte au public en fait, si je veux être très très schématique, et en fait structurée par le département. C'est-à-dire qu'en fait c'est le département qui classe les espaces naturels sensibles. Nous, on l'a proposé en tant que ville de Bourges. Ils ont retenu notre candidature. Voilà. Et c'est des lieux qui sont dédiés à l'animation. Voilà. Ce n'est pas des réserves fermées, c'est justement des lieux qui sont dédiés à l'animation. Mesures de conservation, pélargonium. Vous savez qu'on a une collection pélargonium. Alors, vous allez très loin de la biodiversité. Non, parce qu'en fait, ces pélargoniums, vous avez deux collections. Vous avez une collection de pélargonium type de ce qu'on met sur le balcon. Bon, pour ceux qui sont passionnés de plantes horticoles, très bien, avec celui qui est rouge, orange, machin, etc. Très bien. Mais vous avez aussi la collection de ce qu'on appelle les pélargoniums botaniques. C'est-à-dire c'est ceux qu'on trouve dans le pays d'origine. Et c'est un excellent... Alors, ça fait 4 ans que je veux développer cette collection parce qu'elle est un merveilleux exemple pédagogique de la biodiversité, de la création des espèces. Parce qu'en fait, les pélargoniums viennent d'une zone très très réduite sur la planète, qui est en gros l'Afrique du Sud. Et en fait, l'Afrique du Sud, vous avez tout un tas... Vous passez du bord de mer à la savane, à des montagnes à 2000 mètres, sur très peu de territoire. Un peu comme la Corse. Et en fait, vous avez des pélargoniums avec des fleurs, des formes de fleurs extraordinaires, qui ressemblent à des lianes pour certaines, qui ressemblent à des herbes pour d'autres, qui ressemblent à des cactus encore pour d'autres. Donc vous avez une création d'espèces sur un petit territoire, sur un seul genre botanique qui est le pélargonium, qui est assez extraordinaire. Tout près de là, Darwin, quand il a voulu faire sa théorie sur la formation des espèces, en fait il s'est servi des pinsons, des oiseaux, aux Galapagos. C'est-à-dire que les îles, en fait, donc les oiseaux ont des rites amoureux. Une espèce de danse, machin, etc. Enfin, vous avez peut-être vu ça dans les émissions. Donc, qu'est-ce qui se passe sur un archipel? C'est qu'en fait, la même espèce de pinsons ne vit plus ensemble. Au bout de X générations, ils n'ont plus tout à fait les mêmes rites amoureux. Pouf, ils ne peuvent plus se reproduire ensemble. Ils ne se reproduisent plus ensemble. Vous avez ce qu'on appelle une dérive génétique, c'est-à-dire que vous avez votre matériel génétique qui se spécialise parce que vous vous reproduisez les uns avec les autres. Et vous formez deux populations qui, à un moment, ne peuvent plus se reproduire. Et bien, deux espèces, c'est ça. Ça, tout d'un coup, vous avez créé deux espèces d'oiseaux. Bon, ça lui a servi de démonstration pour la formation des espèces. Et bien, on peut faire la même démonstration avec les géraniums en Afrique du Sud. Avec les pélargoniums, en Afrique du Sud. Voilà. C'est pour ça que cette collection, elle est intéressante. Elle n'est pas que belle pour les yeux, elle a du fond, elle a du sens. La vigne, on n'a pas encore trop développé ce projet-là, mais c'est vrai qu'on est quand même au carrefour de 7 appellations contrôlées. Reuilly, Quincy, Mentou, les coteaux du Giennois, voilà, Sancerre, etc. Bon. On a récupéré une trentaine on a été chercher dans la région centre, dans l'Union génétique du centre, une trentaine de vieilles variétés de vignes, telles qu'on faisait avant le phylloxéra. Bon, mais ça, c'est un autre projet, voilà. Je ne vais pas prendre du temps là-dessus. Le muséum, on a la chance d'avoir un muséum, vous vous rendez compte à Bourges, c'est quand même pas mal. Voilà. Ce qu'on fait aussi par rapport à la biodiversité, on est un peu tête de file sur la région, sur la réflexion sur les espaces invasibles. Dieu sait que Michel Melin en parle souvent pour la Jussie. Atlas de la biodiversité, on réfléchit effectivement avec Catherine Magui actuellement à en faire. Le tiers paysage, c'est une notion développée par Gilles Clément, mais Gilles Clément a été un formidable développeur, c'est un poète. Souvent, c'est des idées qu'il a rassemblées, voilà, qu'il a créées lui-même, mais effectivement, comme on disait, profitons de tous les espaces disponibles, friches, etc. On a rencontré il y a 15 jours quelqu'un avec Catherine Magui, qui sortait une méthode
Yakawaki, c'est un japonais qui a développé des plantations de mini-forêts sur 400 mètres carrés, par exemple, très serrées. Voilà. Bon. En fait, on l'a déjà fait, nous, à Bourges, le long du lac de Ronde, etc. Enfin, mon prédécesseur l'avait fait. Mais ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur des zones. Pourquoi pas réfléchir à ça, quoi. Sur des zones restreintes, une maison qui tombe, etc. Pourquoi pas tout d'un coup en refaire un bout de forêt avec des plantations très serrées, on voit ce qui pousse dans 20 ans, peu importe. Voilà. Je crois que j'ai fini, ou en tout cas, j'ai fini de toute façon, même s'il y a d'autres choses à dire, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Parce que là, je crois qu'il faut laisser la place à la parole Merci. de la salle. Ouais, non. Merci. Ouais. La parole est à la salle. Comment on fait appel à votre expertise pour tout ce qui est l'implantation des nouvelles zones commerciales, par exemple, et puis est-ce que vous avez la possibilité de dire c'est pas très utile, par exemple, d'en faire une, alors qu'il y en a tout un tas qui sont en friche. Eh bien, on ne fait pas appel. Voilà. Oui, Parce que dans le fond, si vous voulez, l'aménagement du territoire, on ne fait pas appel aux services des environnements, c'est des services d'aménagement du territoire qui n'ont pas encore, qui n'ont pas forcément encore conscience de l'importance d'une biodiversité sur le climat et sur notre environnement. J'ai déjà beaucoup développé l'histoire de l'arbre, mais je veux dire, un monde sans arbres, c'est un monde mort. Ça n'existe pas, hein. C'est pas. C'est bravo. C'est pas. Alors effectivement, c'est de la volonté politique. Donc je suis assez vigilante et très active là-dessus. Enfin, j'essaie de trouver les ficelles et les choses. Mais effectivement, sur les zones d'aménagement, vous avez différentes strates politiques. Hein. Ça commence par l'État, qui donne quelques directives. Ensuite, vous avez la région avec le STRADET. Ensuite, vous avez le SCOT avec les communautés de communes. Et ça finit par les PLUI. Je rappelle que ces documents d'aménagement de territoire font l'objet de débats publics, d'enquêtes publiques. Et donc, je vous invite vraiment à être vigilant dessus sur le journal de la DDT ou sur Bourges Plus, parce que quand on demande l'avis aux gens, il faut le donner. Voilà. Et c'est là que les citoyens peuvent dire, ben voilà, nous on voudrait ça, on voudrait ci, on voudrait ça. Alors, on est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'effectivement, on veut pouvoir avoir du confort, pouvoir aller chez But, Conforama, Alinéa, Carrefour, voilà. Et puis d'un autre côté, on voudrait préserver la biodiversité et que ces supermarchés ou ces zones commerciales n'existent pas. Elles répondent aussi à une demande par moment. Mais effectivement, une industrie ou un commerce qui s'installe, c'est de l'emploi. Oui. Voilà. Et donc pouvoir faire... voilà. Alors en sachant que c'est pas vraiment de l'emploi, c'est de l'emploi, c'est beaucoup du sous-emploi quand même. Hein, voilà. C'est des emplois qui sont supprimés par ailleurs. Et c'est des emplois qui sont supprimés par Il y ailleurs. avait une réserve foncière qu'on était obligé de garder par an, sur la ville, mettons même l'entourage de la ville, une réserve foncière agricole pour qu'on puisse... voilà, il dit oui, vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que moi, j'habite à Agnières. Oui. Bon. Donc, à Agnières, c'est vrai qu'on a des espaces. Moi, j'habite en face d'un grand terrain où ils ont coupé les fameux peupliers qui devant, là. Donc, et c'est vrai, la chose, oui. Et c'est vrai que moi, mon plaisir, c'est de regarder les arbres et tout ça. Et alors, ma question, elle est, justement, à Agnières, c'est que quand vous avez dit qu'on avait perdu l'eau, vous savez, les nappes phréatiques, et nous, on a un puits, vous savez, et mon copain qui habite là depuis je ne sais pas combien d'années, il ne l'avait jamais vu tarer. Là, il l'a vu. Là, cette année, on a vu, il n'y avait plus d'eau, C'est que vous en avez, qu'on fait des captages sauvages, je sais à peu près où sont, des captages sauvages, ils ont pompé l'eau du sol, de la rivière, la nappe souterraine, et puis voilà, et sans autorisation, sans rien du tout. Et moi, je m'assure là-dessus. Vous voyez les gens du voyage qui
qui font un petit peu n'importe quoi, qui vont, l'arbre il gêne là, on s'en fout, on va le couper. De toute façon, quand ils viendront, il sera coupé, on ne pourra toujours pas le replanter. Alors que l'arbre, il a 20 ans, 30 ans. C'est ce que je vous disais, enfin, moi mon voisin a coupé un cerisier, donc je veux dire qu'on est encore parmi. Hein. Donc, quand ils sont morts, on les coupe, mais quand ils sont vivants, non. C'est une question compliquée de poser parce que dans le fond, ça pose la question du partage. Voilà. C'est-à-dire que les ressources en eau, la ressource en eau, je vous l'ai dit, elle sert à des tas de choses et il va bien falloir la partager. Les agriculteurs en ont aussi besoin. Alors, est-ce qu'ils en ont besoin pour irriguer des champs de maïs? C'est autre chose. C'est une autre question. Mais cela encore, je ne vais pas trop discuter parce que moi, je suis mes grands-parents étaient agriculteurs, donc je sais trop bien, puis mes amis sont agriculteurs. Mais où je m'assure, c'est que vous avez des rivières qui sont polluées par des produits, etc., etc. Vous avez d'autres, et puis il y a certaines personnes, nous on va y faire attention. Moi je lave ma salade l'été, je garde l'eau pour arroser les fleurs, mais vous en avez qui s'en foutent. Alors, vous allez dire, c'est ça l'éducation, c'est vrai? C'est de l'éducation, certes. Alors après, moi je veux bien qu'on dise c'est pas lui, c'est l'autre. Je fais alors, l'utilisation de l'eau, c'est 10% de l'utilisation domestique. D'accord? Le reste, je suis désolée, c'est les agriculteurs et l'industrie. Les polluants, c'est effectivement certains produits que vous utilisez. Enfin, après, on en est tous sur une démarche différente par rapport à l'écologie, enfin, voilà, les éco-gestes, enfin, voilà. Chacun son chemin. Moi, je suis toujours... J'en ai ras-le-bol qu'on accuse les gens et les individus, si vous voulez. C'est des décisions politiques qu'ils font. Voilà. C'est quand même... Enfin, et c'est vrai que sur ce que vous dites, effectivement, on peut se dire, bah ouais, mon voisin, il vient de rincer ses pinceaux, il a acheté son eau de spirit par terre, ça arrive dans l'eau et tout ça. Ces pollutions individuelles, elles sont très peu par rapport aux pollutions qui sont faites par l'industrie oui. et par... Enfin, je ne parle pas des voisins. Et les agriculteurs. Voilà. Donc après, effectivement, la culture des gens du voyage, elle est problématique. Et quand vous voyez qu'ils laissent, moi combien de fois je me suis arrêtée au rond-point de Vasselay pour aller fermer la bouche d'incendie parce qu'ils avaient piqué l'eau et puis après ils s'étaient foutu le camp et ça coulait. Oui, c'est normal. Non, je ne trouve pas ça normal, mais je vais vous répondre que l'idée qu'il y a, parce que j'ai essayé de glisser intelligemment, si vous voulez, mais l'idée qu'on a aujourd'hui de vouloir construire des bassines pour continuer à irriguer les champs, c'est de l'eau qu'on soustrait quand même au cycle de l'eau, en m'expliquant que c'est de l'eau qui finit à la mer. Sauf que l'eau, avant d'aller à la mer, elle passe par différentes choses. Alors, j'entends ce que vous dites, on est à la municipalité vigilant à un certain nombre de choses au niveau des pollutions. On est engagé sur quelque chose autour de la propreté, des décharges sauvages, des choses comme ça. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà, on n'est pas contre non plus le fait de sanctionner les gens. On est effectivement sur la pollution. Moi, j'ai demandé une étude hydrographique, enfin, sur la qualité de l'eau qui arrivait de Bourges-Nord et qui se déverse dans le Langy et arrive après. Voilà, donc il y a une étude en cours, enfin, qui va arriver. C'est long. Moi, je peux le faire parce que ça fait quelques mois que je suis élue. Je découvre qu'en fin de compte, c'est très long. C'est très complexe et ça demande des sous. Voilà. Et sur ces trois enjeux-là, c'est parfois extrêmement difficile d'obtenir les choses. Le nombre de fois où ils ont été un truc et on dit bah non, ça c'est pas possible, bon, bah, tant pis. Voilà. Donc il y a des choses qu'on enclenche. Voilà. Après, oui, l'éducation à l'environnement, c'est ma collègue France Labro qui y est. On va aussi enclencher des choses sur des manifestations, donc le printemps de l'écologie, la semaine de développement durable. J'espère que Nature 18 refera sa manifestation zéro déchet. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Les associations des marais, quand ils font leurs fêtes, proposent aussi des choses. Les jardiniers solidaires aussi. Enfin, voilà. Ce que je disais, la dynamique de la vie, c'est la municipalité, mais c'est aussi la vitalité des associations, parce que dans le fond, c'est presque vous êtes en lien avec les citoyens, et puis effectivement, c'est lutter contre la pollution lumineuse, il y a des réglementations sur les publicités qui sont, voilà, moi, il y a des choses
qui me font hurler, quoi. Il y en a une. Et qu'est-ce que vous faites par rapport à la pollution lumineuse? Par exemple, il y en a qui éteignent les lampes à partir de 11h du soir jusqu'à 5h du matin. Est-ce que c'est... Alors, il y a différentes axes pour lutter contre la pollution lumineuse. Il y a ce qu'on utilise comme luminaires, qui sont plus ou moins dérangeants pour la biodiversité. Voilà. Donc c'est des lumières bleues à jaune. Voilà. Vous avez effectivement certaines municipalités qui décident d'éteindre, mais ça crée beaucoup de sentiments d'insécurité. Il y a ça aussi, donc il faut... Et de sécurité. Alors moi je suis pro chauve-souris, hein, mais si c'est pour avoir des gens qui sont écrassés sur les passages piétons, je vais falloir quand même que je fasse un peu attention. Voilà. Donc il y a ça. Très sincèrement, je vais vous dire, je n'ai pas commencé à y regarder de près aux éclairages. Je vous invite, si vous voyez des choses qui vous choquent, qui vous heurtent et qui sont faciles à changer, il faut passer par Castor Plus. Aujourd'hui, effectivement, moi-même, mes collègues et un certain nombre d'autres de mes collègues qui sont élus avec moi ont quand même un peu une conscience écologique assez ancrée. J'ai quand même des appuis, quelques appuis dans la ville. Et c'est vrai que quand on a des nouvelles choses qui se font, on essaye d'y penser. Le muséum et c'est vrai que c'est une chance d'avoir un muséum, des services ont une expertise extrêmement pointue sur la biodiversité ou sur les choses comme ça, et sur l'aménagement du territoire. La dernière fois, je sais pas, on m'a parlé d'un agrandissement de je sais pas quoi. J'ai tout de suite dit, ouais, mais il faudra penser à l'éclairage, on verra avec le muséum ce qui est possible, pas possible, si jamais il y a un nid de chauve-souris à cet endroit-là. Voilà. Là, actuellement, je travaille aussi sur le plan de prévention du bruit, où on va essayer de mettre des choses en place pour limiter la vitesse de circulation sur certains axes, pour faire baisser le bruit. Des choses comme ça, qui sont aussi en lien du coup avec la faune, pour que la faune se développe. L'impact du bruit sur la flore, je suis moins pointu. Il y a sûrement des gens qui ont fait des choses là-dessus. On a peu parlé de la mobilité ou pas du tout? Oui, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, mais effectivement, On peut peut-être en parler. Ouais, je vous en prie. Oui, bon, on s'aperçoit que notre ville, en termes de pistes cyclables, n'est pas très... ne montre pas trop l'exemple. On a beaucoup de petits morceaux de pistes cyclables qui ne se raccordent pas, etc. On a un plan de développement urbain au niveau de l'agglo qui semble se mettre en place. Mais c'est vrai qu'on a du mal à percevoir quand même une volonté forte de rendre la ville cyclable dans toutes ses dimensions, dans tous ses travers et droite à gauche. Voilà. Et j'en veux pour preuve un certain nombre de voies qui sont récentes, qui ont été aménagées et qui aboutissent à des ronds-points, qui aboutissent à des carrefours, et finalement ça dissuade le vélo. On a beaucoup investi, c'est tout à leur honneur, hein, les gens qui ont prévu ça, mais on débouche sur rien. Donc du coup, ça ne permet pas, dans un quartier comme celui où je suis, à Pierrelet, vous l'avez vu, de favoriser donc, le déplacement écologique. Et donc les gens prennent la voiture pour 800 mètres pour aller à l'Intermarché ou chercher le pain. Donc, comment? Non, mais moi j'ai été surprise aussi parce que j'y suis passée il n'y a pas longtemps à cette route-là. Et alors déjà, c'est des bandes cyclables. Peu importe, je veux dire, le déplacement écologique, c'est à pied ou en vélo. Donc du coup, on s'aperçoit que traverser un rond-point de rocade, c'est rédhibitoire, on ne peut pas. Donc, voilà. Donc il faut qu'on réfléchisse à tous ces aménagements pour faciliter et éviter donc, de prendre la voiture. C'est en cours. Il y a des petites choses qui sont très faciles à faire en termes de continuité de vélo, c'est des tournées à droite, c'est des choses comme ça. Donc on a commencé par les choses assez aisées et qui ne coûtent pas trop cher. Aussi. Parce qu'il y a aussi un petit peu ça. C'est-à-dire que ça coûte un peu cher. C'est effectivement totalement absurde sur des choses nouvelles qui ont été faites, mais par l'ancienne municipalité, qu'on n'ait pas pensé au vélo. Il y a effectivement cette avenue-là. Il y a l'avenue Leblanc aussi qui vient d'être faite. Vous ne pouvez pas circuler à vélo. Leblanc. Le Blanc. Ouais, la rue Leblanc là, qui va de Malus à la gare. La rue Nicolas Leblanc, voilà. Oui. Oui, il n'y a pas de trottoir. Non, il n'y a pas de trottoir. Ah bah si, il y a des trottoirs, mais il y a des places de parking sur le trottoir. Mais alors moi qui circule à vélo, qui la prends régulièrement, vous pouvez aussi la prendre en sens inverse. Voilà. Donc c'est vrai que sur les discontinuités comptables,
vélo, cyclable. On a commencé à y réfléchir. Il y a des choses qui vont se faire, pas dans votre coin, je suis désolée. On est plutôt sur la Chapelle, le chemin de Villeneuve, enfin voilà. Après, quand on circule à vélo, moi j'engage vraiment les gens à prendre leur vélo et à être sur la chaussée, à occuper la chaussée sur le vélo. Il faut que les automobilistes, alors moi je suis les deux, je suis automobiliste et je me déplace aussi à vélo. Il faut absolument que les automobilistes prennent l'habitude d'avoir des vélos sur leur espace. Et donc il ne faut pas avoir peur de prendre la place en faisant attention à soi. Moi je fais un petit peu de vélo, mais de temps en temps, c'est vrai que c'est quand même risqué les endroits. Moi, je fais du vélo, je trouve pas qu'il faut être trop kamikaze, il faut faire attention, respecter les codes. Mais je trouve, moi qui viens de la campagne et qui trouvais qu'avant faire du vélo en campagne c'était super et qui hésitait à en prendre en ville, justement j'avais un peu peur en me disant comment je vais réagir vis-à-vis des voitures. Et maintenant j'aurais plus peur en campagne qu'en ville. Parce qu'en ville, en campagne, route étroite, deux voitures qui se croisent, en se mettant bien sur les accotements parce que sinon vous n'arrivez pas à vous croiser, un vélo là-dessus avec des voitures qui roulent à 80 ou plus, je veux dire, moi je crains plus maintenant les petites routes de campagne, alors avec le risque d'une voiture peut-être pas sourde, mais à la limite qu'en ville. En ville, moi je trouve qu'en campagne. Votre question portait aussi sur la mobilité, madame? Oui, tout à fait. En fait, j'ai travaillé avec les services douaniers un petit peu. Et par exemple, là, j'utilise mon vélo. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a pas mal de routes étroites dans le groupe qui sont à double sens vélo et mouvement. Et en fait, alors les automobilistes arrivent toutes balles quand on est en vélo, on fait pas le malin en face. Mais par contre, je pense que sur plusieurs rues, ça a été fait. Juste mettre les marquages au sol du vélo avec la flèche en contresens, ça rappelle à l'automobiliste sur la rue qu'on est dans notre droit, parce que le nombre de fois où même la voiture ne s'arrête pas, mais en plus on se fait insulter, il y a peut-être que moi, mais en tout cas ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est vrai que là pour le coup c'est des choses peu coûteuses, qui ne sont pas des aménagements lourds, et c'est vrai que ça sécurise pas mal quand même quand on est en vélo en contresens. Parce que sur les rues parallèles à la rue moyenne notamment... Je réponds. Là, effectivement, le sentiment de sécurité et d'insécurité est parfois aussi battu en brèche par les statistiques. C'est-à-dire que moi, on m'explique qu'effectivement, les bandes cyclables sont plus sécurisées que les pistes cyclables qui ne sont pas sur la chaussée. Donc, bande cyclable, c'est quand vous avez la chaussée avec simplement le dessin. Enfin, voilà. Après, sur les campagnes, d'abord, du coup, je suis élue à Bourges, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais effectivement, c'est une question d'argent aussi, si vous voulez. C'est que si vous agrandissez une route, d'abord, vous re-imperméabilisez un bout. Vous n'avez pas forcément la place parce que parfois, il y a des chaussées. Et on en revient au système d'éducation, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les voitures fassent un peu plus attention au vélo. Voilà. Sur les rues à Bourges à double sens, oui, il y a des endroits où effectivement ça a été dessiné. Alors d'abord c'est dessiné en début de route et puis pas au milieu. Moi je prends le vélo face à l'auditorium, voilà. Je vous accorde qu'effectivement c'est compliqué et là effectivement il faut prendre son courage à deux mains et se dire je suis sur la chaussée, j'y reste. Parce qu'en réalité il n'y a pas, en termes d'espace, vous n'avez pas la place pour une voiture et un vélo. Et les voitures ne sont pas forcément au courant que dans les zones 30, les vélos sont autorisés à passer à double sens. C'est assez récent en fait. C'est pour ça qu'on se fait insulter. C'est assez récent, c'est-à-dire que les zones 30, en fait, à chaque fois qu'on est en centre-ville en double sens, on est en zone 30, automatiquement. Tous les automobilistes ne sont pas encore informés qu'on est en zone 30 à ce moment-là et qu'ils sont censés avoir un cycliste qui peut leur arriver. Donc effectivement, et puis il y a les pavés aussi. Mais effectivement, le marquage au sol, c'est plus ou moins prévu, ça dépend où. Pour l'instant, on a remis plutôt les panneaux déjà verticaux, il y en a eu pas mal de remis. Mais c'est vrai que, et moi sincèrement, il y a des endroits, effectivement, on est quand même dans une ville moyenâgeuse. Il y a aussi des obligations d'avoir des trottoirs qui sont, voilà. Et c'est vrai que la rue d'Oron est un bon exemple, parce que moi j'ai une personne qui est mon cher vélo qui m'a dit si on peut la descendre à double sens et pas être sur les trottoirs,
sincèrement, moi je monte sur le trottoir. Je suis désolée, je sais que j'ai pas le droit, maintenant ça a allumé. Mais vous pouvez pas, enfin, vous ne croisez pas une voiture, enfin c'est sûr. Et les voitures, vous avez raison, Moi, je trouve que la rue moyenne, les voitures qui descendent et moi qui remontent, des fois, je trouve qu'on est bien près, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, donc, Oui, il y a une brisson. ce que je veux dire, est-ce que vous allez faire un vrai centre-ville piétonnier? Moi, je suis de France-Italie, on va souvent en Italie. Ils ont réussi leur centre-ville sans voiture. Et franchement, à Bourges, ça très très bien à être sans voiture. Alors, Est-ce que vous allez, la municipalité va arriver à le faire? Et pour revenir à la rue moyenne, quand elle a été faite, et je me rappelle très bien, je fais du vélo depuis des années, j'avais écrit à la municipalité en disant elle est trop étroite. Quand on remonte la rue moyenne, non, on la descend, je crois. Quand on la remonte, les voitures derrière, elles nous serrent, elles sont pas. Et on m'avait répondu à l'époque que c'était normal. alors non, ça ne l'est pas. Effectivement, la rue moyenne, de toute façon, on est sur une requalification de la rue moyenne et du centre-ville, donc de toute façon, la place au vélo va être prévue. Après, pour le coup, on est plus sur une question de partage vélo-piéton sur la rue moyenne, où effectivement, c'est parfois un peu compliqué aussi, parce que, voilà, pour répondre à votre question, oui, il y aura un centre-ville piéton à Bourges. Voilà. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas à quel rythme, mais oui, il y aura un centre-ville piéton à Bourges. Voilà. C'était notre projet. On a vu que c'était possible cet été. Alors il y a des ajustements à faire, parce qu'on l'a fait un peu dans l'urgence et qu'il y a des choses à faire. Parce qu'il y a quand même des gens aussi qui y habitent. Voilà, il y a des gens qui y travaillent, donc la question de l'équilibre entre les deux est une question. On y travaille avec eux. Il y a une consultation. Là, il y a la consultation de la place Cujas qui est ouverte. C'est pareil, je vous engage à donner votre avis. L'idée comme quoi un centre-ville piéton est moins dynamique qu'un centre-ville avec une voiture est une absurdité. C'est-à-dire que toutes les villes qui sont passées piétons en centre-ville, et toutes les villes de la taille de Bourges ont un centre-ville piéton aujourd'hui, ont des centres-villes plus dynamiques que les villes dans lesquelles on laisse passer les voitures. Voilà. Donc, Autrement, quand il y a des voitures qui passent partout, le samedi après-midi à Bourges avec les voitures, ça vous donne pas envie de... non, mais ça... Vous pensez bien que vous prêchez une convaincue. Oui, je veux dire, en fait, effectivement, sur l'écologie, on voit que ça traite plusieurs sujets. Et moi, en fait, j'avais une réflexion, on va dire, un peu plus, sociétale, globale. On voit bien, vu le contexte actuel, même là depuis plusieurs années, en fait, le Covid a juste fait que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a un gros problème, à mon sens, aujourd'hui, de lien social. Il y a un gros besoin de remettre du lien entre les gens. Et aussi, après, faut que tout le monde puisse manger. Et donc, c'est la question de l'emploi. Donc du coup, moi j'avais deux réflexions par rapport à l'emploi. Effectivement, quand je me balade dans les rues de Bourges, il y avait effectivement la question des agents qui sont en train de régulièrement, entre guillemets, changer les massifs fleuris. Je me suis posé effectivement la question des plantes vivaces, comme vous avez soulevé tout à l'heure, des plantes sauvages, effectivement, qui sont parfois coupées. Et ça, comme j'ai vécu 1 an et demi à Bruxelles, il y a toute une politique autour de l'alimentation et de l'environnement, notamment basée sur le compost, de mettre en place des formations de guides composteurs, de guides maraîchers, des gens qui sont référents pour travailler, pour être relais pour des gens qui souhaiteraient mettre en place des composts ou des jardins. Je pose aussi la question de le ramassage des feuilles, comment elles étaient valorisées, parce que finalement je me disais que ça pourrait servir comme paillage, aussi bien pour des maraîchers, on va dire, potagistes particuliers que les professionnels à terme. La question de récupération, il y a plein d'arbres fruitiers dont les fruits tombent, que ce soit sur les espaces verts, même chez les particuliers. Il y a peut-être des arbres fruitiers, il y a pas mal de choses qui peuvent être peut-être potentiellement faites. Et je me dis effectivement, si on réduit cette charge de travail d'agents d'espace vert sur la plantation de vivaces, on laisse plus le sauvage vivre, peut-être qu'il y a moyen de déplacer peut-être sur des activités de long terme, comme le compost, peut-être de l'animation de quartier, de la valorisation de friches. Voilà, donc ça c'est des questions que je soulève. On peut même aller plus loin. Est-ce que Bourges ne pourrait pas même être une ville moteur en termes d'emploi et de formation, puisque Tours et Orléans prennent la place, on va dire une grande place étudiante dans la région centre, Bourges pourrait être un moteur en lançant un grand centre de formation d'espace vert d'aujourd'hui et de demain. Donc ça c'est une premier point que je donne. Et sur le lien, en fait, après, toujours pareil à Bruxelles,
il y avait en fait entre des épiceries bio, une association de compost et d'aide alimentaire, il y a des liens qui se forment comme ça. Parce qu'en fait, au départ, il va y avoir un lien juste entre l'association de compost et l'épicerie pour récupérer les invendus en faire du compost. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des fruits qui étaient encore consommables et qu'on pouvait rajouter le maillon d'aide alimentaire. Donc voilà, toujours cette idée de remettre du lien. Je sais aussi qu'il y a des associations, des fois, qui peuvent offrir des prestations et d'autres qui n'ont pas le moyen de les payer sur des projets qui pourraient être vraiment intéressants pour la ville. Et je me dis comment, à un moment, la mairie, et même avec les entreprises et d'autres associations, peuvent être moteurs pour que ces projets voient le jour, parce qu'actuellement, des fois, ils ne voient pas totalement le jour. Donc voilà, et puis remettre du lien aussi entre les jeunes, parce que bon, souvent dans les assemblées, je fais souvent partie des rares jeunes, je me mets encore dedans. Donc c'est après la question de l'éducation à l'environnement nature. Donc j'ai balancé plein de trucs en global, c'était juste pour emmener comme ça des sujets de réflexion. Une première partie de réponse. En fait, ça existe déjà. Vous avez un maître composteur à Bourges Plus et les personnes qui ont envie d'installer des composts peuvent faire appel à Bourges Plus il y a quelqu'un qui suit. Sur les jardins partagés, sur les jardins urbains, enfin c'est pareil. Quelqu'un qui écrit à la mairie qui veut faire un jardin urbain, un jardin partagé aura une réponse des services, enfin une rencontre. Voilà. Donc il peut y avoir un soutien fait par les services. On va lancer ce qu'on appelle la végétalisation pied de mur. Voilà. Donc ça va se faire. Donc en fin de compte, le problème, c'est plus la communication et le fait que les gens ne savent pas forcément ce qui se fait. Ce que vous racontez sur le cycle vertueux, vous avez une épicerie sociale qui s'appelle ADA, qui donne des produits bio. Enfin, voilà, les maraîchers bio donnent aussi un certain nombre de choses. Je sais qu'il y a des associations qui le font. Plus que, parce que je sais qu'il y a des gens, ils font en fait. C'est pas c'est ça. Ils font pas, c'est plutôt en fait comment on remet le lien pour que ce soit fluide. En fait, c'est surtout ça, je crois qu'il y a un vrai. Et par exemple, à Bruxelles, je reprends cet exemple-là, ils font des appels à projets auprès des habitants qui s'appellent Inspirons le quartier. L'objectif, c'est que des gens dans un quartier se mettent. La question d'être proactif est une bonne question. Et pour l'instant, c'était ma question de ce matin. Moi, en me réveillant, donc en allant jusqu'à la mairie à pied, c'était effectivement la question dans certaines villes, les gens de la mairie, ils frappent aux portes des immeubles et puis ils font une réunion en bas et ils disent voilà, est-ce que ça vous intéresse qu'on puisse mettre un compost? Aujourd'hui, on se repose beaucoup sur les associations qui le font. Il y a certaines associations qui sont très actives sur ce domaine-là et qui le font. Voilà. Donc en fin de compte, c'est le passage entre l'idée que l'on peut avoir chacun dans son coin et la mise en œuvre. Et puis il y a tellement de chantiers que... Et puis ça vient, c'est-à-dire qu'effectivement, vous parlez de choses qui... Mais vous avez raison, là il faut être proactif parce qu'on peut se laisser endormir. Parce qu'effectivement, par rapport aux villes que vous citez, comme Bruxelles, effectivement, les gens sont extrêmement en demande de ça. De faire des jardins partagés, de faire de la végétation de pied de mur, etc. Ici, ça monte un peu doucement, déjà on est dans le Berry, doucement. Voilà. Et puis, on est un peu une ville à la campagne, donc. Mais ça monte et effectivement, et le danger, alors surtout pour moi qui suis là depuis un bout de temps, pour les gens qui arrivent, c'est plus facile parce qu'ils ont les yeux neufs, mais c'est de ne pas se laisser endormir effectivement sur le fait qu'il n'y a pas une demande monstrueuse. Il y a 5 ans, on avait essayé déjà la végétation de pied de mur en centre-ville. Bon. Et puis quand on avait expliqué aux gens l'exemple de Bordeaux, etc., de Tours, on leur avait expliqué, oui d'accord, on vous libère une parcelle, mais après c'est vous. Bon, le truc était retombé, mais alors il y avait 30 personnes dans la salle, mais personne... Voilà. Bon, aujourd'hui, je suis sûr qu'on refait le même truc, on aura des gens qui seront volontaires. Parce que cette demande qui est très prégnante dans des villes comme Bruxelles, etc., elle l'est un peu moins ici. Mais il faut qu'on soit à l'écoute parce qu'effectivement, on va rater le train. Mais effectivement, je rejoins un petit peu la réflexion, parce qu'on a un tissu associatif qui est quand même assez dense et complet. Mais je pense qu'il n'y a pas assez d'échanges entre les associations parce qu'on ne sait pas trop ce que les gens font, ce que les associations font. Donc peut-être comme on a une fête des associations, peut-être qu'il faudrait que les associations se réunissent peut-être une fois par an, et puis échanger, parce qu'il y a des savoir-faire chez les uns, chez les autres, et voir ce qui peut émerger un petit peu. C'est un peu mon collègue qui est en charge des associations qui devrait vous répondre, mais effectivement, c'est un
on en a bien conscience. Et l'idée de faire une sorte de conseil de président d'association, on voudrait faire évoluer la fête des associations, plutôt que de mettre les associations les unes après les autres, d'en profiter pour faire vraiment une réunion avec tous les présidents d'associations pour échanger effectivement des difficultés rencontrées par les uns, par les autres, et de faire du lien pour mieux se connaître, pour mieux savoir ce que les enfants font. Enfin, voilà. Ça fait partie des choses qui sont à l'étude. La rencontre associative que l'on fait ce soir, c'est déjà ça, puisque quand la maison des associations, donc quand l'OMSJC est arrivé dans ses locaux, puisqu'avant elle n'était pas ici, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que l'on fait les rencontres associatives. C'était dans le but d'animer déjà aussi la maison des associations. Donc il y a la mairie qui organise ces rencontres et puis l'OMSJC qui en organise une sur 2, on se partage. Et ces rencontres sont faites justement pour que les associations puissent discuter entre elles sur un thème. Donc ce soir c'était l'écologie dans la ville. On avait fait son projet, bon, on s'était présenté une fois. Il y avait la culture à Bourges, le sport à Bourges, sport et handicap. Après, les thèmes peuvent varier. Et je pense que si des associations désirent faire une rencontre associative, je pense qu'ils peuvent aller frapper à la mairie pour soit suggérer un thème, qui peut être la continuation de celui-ci ou tout autrement. Et puis après, on nous demandait à nous s'ils sont partie prenante de l'OMSJC de développer sur un thème. Je pense que c'est tout est possible. Après voilà, c'est une question d'organisation. Enfin voilà. Après, vous êtes tous présidents d'associations. Vous savez à quel point c'est prenant, à quel point ça demande du temps. Enfin voilà. Après, mais si vous êtes déjà très nombreux ce soir, et ça me ravit. Oui, moi c'était juste pour rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, ça ne draine pas quand même des foules. Ce genre de réunion, c'est dommage, parce que c'est intéressant, mais effectivement, ça mériterait, on le dit 3 fois, mais à chaque fois, ça mériterait vraiment beaucoup plus de monde. Voilà. C'est vrai ici, c'est vrai ailleurs. Oui, c'est vrai partout. Ouais, effectivement, c'est peut-être le provoquer un peu plus régulièrement, un peu plus fréquemment, notamment sur le thème de l'écologie. Il y a beaucoup d'éducation à faire, d'éducation, j'en serais preneur aussi, sur tous ces thèmes écologiques, même ne serait-ce que de comprendre le fonctionnement des écosystèmes, des choses comme ça, où on va à l'école pendant plusieurs années, mais on est vraiment nul sur ce domaine-là. Si on n'apprend pas soi-même en essayant d'aller chercher un peu d'infos, l'information, on ne nous éduque pas concernant ça. On peut. Oui, mais c'est à développer. Il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir. Tout à l'heure, on a parlé des traitements phytosanitaires. Donc en ville, pas de problème. Enfin, dans les communes, maintenant, c'est l'obligation. Chez les particuliers, c'est beaucoup moins rentré dans les têtes. Et on s'aperçoit en discutant avec nos voisins que il y en a encore un certain nombre qui ont un agriculteur bien complaisant qui leur file encore du Roundup, etc. Donc on voit des bandes de terrain, des allées, voilà. Et quand on discute avec eux pour essayer de comprendre pourquoi ils en sont encore là et qu'ils ne veulent pas, bien qu'étant à la campagne, et puis militant pour avoir une campagne verte et propre, écologique, et ils nous disent, bah oui, mais moi je ne sais pas faire autrement. Et ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on s'est déjà rencontré avec les services. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas eu un accompagnement? Les communes ont très bien réglé ce problème, et un accompagnement de la population un peu plus, peut-être, incitatif, et qui aurait permis de trouver des moyens de faire autrement que alors bon, on en a parlé, il y a des tas de moyens, mais les gens ne sont pas très enclins à tout ça. Donc voilà, donc, je redis ça parce que c'est vraiment un problème quand même dans différents endroits. On voit que, bah oui, il y a toujours ce fameux Roundup ou d'autres produits, et c'est un petit peu embêtant, quoi. Alors, Nature 18 a fait des accompagnements, avait une exposition, elle a exposé dans des tas de communes, je ne sais pas si elle l'a fait à Bourges, mais il y a eu,
Enfin, souvent, il fallait payer hein, pour avoir ces prestations de nature publique. ouais, Je sais qu'on s'était un petit peu rapproché d'eux, mais bon, il y a une prestation. Donc là, je m'adresse à la ville de Bourg. Ouais. On est à la ville. Hein. oui, oui, non, mais Les après, autres communes, bon. après la ville, elle peut aussi financer des actions particulières sur des associations de quartier comme la vôtre. Enfin voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut être un peu ouvert. Mais sincèrement, moi qui fais des campagnes électorales déjà depuis quelques années sur Bourges, excusez-moi, mais enfin, ils savent très bien comment il faut faire. Hein. Parce que ça tombe bien, c'est dans votre quartier où j'ai fait une campagne où justement, c'est sûr que la personne avait mis du glyphosate devant sa maison. Hein. Ça se voit tout de suite. Hein. Et effectivement, elle m'avait très clairement envoyé balader en disant voilà, j'ai toujours fait comme ça, puis je continue. Puis en plus de ça, maintenant que c'est interdit à la vente, moi j'ai des gens hein, sur le marché qui m'ont dit mais moi je suis allée faire des réserves avant. Voilà. Voilà. Donc, l'idée c'est un accompagnement. L'accompagnement, oui, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où on est sollicité, l'accompagnement, on le fait, quoi. C'est-à-dire qu'on répond, on répond, quoi. C'est une éducation, c'est également une démarche. Je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus dire, tiens, je ne sais pas faire autrement. Je pense que si on veut ouvrir un petit peu ses œillères et puis aller trouver d'autres solutions, etc., on peut, quoi. Il ne faut pas trop tout attendre non plus de l'assistanat aussi. Parce que aussi, de temps en temps, il faut se mettre un peu de protection. C'est aussi la solution de facilité. Oui, je pense, oui. Mais je prends au sujet puisque j'ai dans les nouvelles de Bourges et dans Bourges Plus, on a droit à un petit article normalement sur les éco-gestes. On peut tout à fait faire quelque chose sur du désherbage écologique. Et puis il faut qu'on parle vrai là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle. À chaque fois, ça va être de l'huile de coude, ça va être, etc. C'est-à-dire que je crois ce qu'il ne faut pas, c'est parfois ce que certains de mes collègues avec trop d'enthousiasme communiquent, c'est-à-dire que c'est comme si les solutions... Il ne faut pas opposer tout le monde là-dessus. C'est comme si les solutions étaient existantes et pas moins compliquées que le produit phyto. Dire ça, c'est pas un langage de vérité complète. C'est certain qu'il y a des solutions alternatives. Elles vont être forcément un peu plus longues, un peu plus répétitives, plus diversifiées que un simple produit chimique. Ne mentons pas là-dessus, parce qu'il y a parfois des formations qui disent pas de souci, c'est pareil. C'est pas vrai. Mais par contre, effectivement, oui. Enfin, après, le glyphosate, quand on en mettait, la plante a repoussé aussi. Hein. Oui. C'est un moment. La dangerosité aussi de ces produits, et peut-être il faut en parler aux gens. Ah bah oui, mais enfin bon. Moi, je suis engagée en écologie, je peux vous dire que c'est rude. Hein. En plus de ça, les solutions, vous avez des gens qui vous expliquent qu'elles ne sont pas écologiques. C'est-à-dire que quand moi je vois ma voisine, ah bah ça, elle désherbe. Hein. Elle désherbe ces 3 brins d'herbe avec son brûleur thermique au gaz. Vous voyez? Non, mais je veux dire, la solution, alors bien évidemment, elle met rien, mais en termes de globalité écologique, alors aujourd'hui, la ville aussi, hein, des herbes. Mais pas au gaz. C'est pas au gaz, très peu, mais il y en a parce que j'avais vu. Il y en a quelques-uns. Ouais. Mais à la limite, je veux dire, on parle quand même des gens qui sont toute la journée dehors à devoir désherber. Enfin, voilà. Donc on n'est pas dans ma voisine qui l'utilise 4 fois par an. Pour 3 brins d'herbe. Donc il y a effectivement chose. Mais on peut réfléchir à quelque chose de l'ordre d'un accompagnement. Monsieur Bess. Il y a déjà eu des choses de fait, notamment sur les alternatives au glyphosate, notamment au muséum en juin 2018 de mémoire, dans le cadre du printemps de l'écologie. Nous avions fait une conférence en lien avec Nature 18 et on avait eu une 50aine de personnes, on aurait pu accueillir 200 personnes et c'était gratuit. Alors, la difficulté, c'est effectivement qu'il y a beaucoup d'informations, mais après, pour passer à la pratique, on retrouve souvent les mêmes personnes et on manque un petit peu de... ça rejoint la réflexion d'aujourd'hui, je crois qu'on était 17 personnes présentes ici. On aurait pu être 30 ou 40 ou 50. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup plus de gens. Donc, la problématique, c'est toujours de remplir nos salles quand on fait des choses comme ça. Parce que travailler, en plus, avec l'aggravation de la crise coronavirus, vous montez quelque chose aujourd'hui, là où vous aviez 25 à 30 personnes, aujourd'hui, vous avez péniblement 4 à 5 personnes. C'est quand même décourageant.
Mais il ne faut pas renoncer, il y a des choses, alors à petite échelle, il y a des choses relativement simples et gratuites sur les alternatives au glyphosate et il faut les pratiquer. Nous le faisons, nous le diffusons. Le compostage, c'est aussi une action importante à faire. Et la difficulté, je ne sais pas si au niveau de la mairie de Bourges, vous avez une influence, c'est d'obtenir des composteurs par la communauté d'agglo. C'est très difficile. On a souvent des réactions de rejet, c'est dommage, parce qu'il y a des lieux où on pourrait implanter, je pense à Baudins, je pense dans les marais, où on pourrait avoir des composteurs collectifs qui éviteraient de brûler, qui éviteraient de se lancer vers les déchetteries, au niveau des déchets verts notamment. Et j'ai fait plusieurs tentatives sans succès pour avoir ne serait-ce qu'un composteur par la communauté d'agglo. La communauté d'agglo, on donne, enfin à ma connaissance, on ne donne pas. Hein. Elle en prête pour les pieds d'immeubles, par exemple. Oui, mais ça, c'est les pieds d'immeubles. Enfin, je suis désolée, mais dans les. Enfin, monsieur Mellard commence un peu à me connaître avec mon frère. Mais quand on a un marais, on a. Enfin, ça va. Enfin. Oui, on les a, mais je veux dire, il y a des zones collectives où ça pourrait être intéressant. Alors, sur les zones collectives, le problème, c'est qu'effectivement, il faut que ce soit porté par des gens qui sont volontaires et qui ont envie. Parce qu'effectivement, si vous mettez. Ah ouais, je peux en mettre des composteurs en pied d'immeuble. Hein. Ça ne servira à rien. Ça servira à rien. Alors, j'ai une idée, je vais être consciente s'il ne la connaît pas encore. Mais il y a des endroits où je vais sûrement demander à ce qu'on mette des composteurs collectifs. Un peu planqués de façon à ce que je n'ai pas de canettes ou de verre dedans. Et effectivement, les gens devront sortir avec leurs petits seaux et peut-être faire quelques pas pour ça. On fait des composteurs d'immeubles, enfin sur des balcons. Il y avait au marché bio, il y avait chaque fois qu'il y a Bourges Plus, vous avez le monsieur composteur qui est là, hein, qui explique, voilà, il est au printemps de l'écologie. Là où ça existe, ça marche bien. Là où suivi, moi j'ai vu des composteurs collectifs mis en place, ça marche bien. Où ça? Peut-être qu'il y a des endroits où ce serait encouragé. Chaque jardinier, chaque maraîcher fait son compostage, bien sûr, mais il y a des endroits où on balance encore beaucoup trop. De toute façon, on balance toujours un peu trop pour moi. J'avais une question qui n'a pas beaucoup de rapport, mais je la pose là. Est-ce qu'on peut connaître la surface des marais qui sont la propriété de la ville de Bourges et s'il y a des projets actuellement pour les zones qui ne sont pas cultivées? Je pense sur les zones comme Saint-Outry, Robinson, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur les marais classés. Alors, ce que je disais, il y a beaucoup de chantiers en cours. J'ai 6 ans devant moi. Je vous invite forcément à réfléchir à un moment donné 12. Hein. Voilà. On verra. Non mais voilà. Voire plus, enfin comme nous on est contre le cumul, ce sera maximum, ce sera. Voilà. Je l'ai en tête, bien évidemment, très sincèrement, je l'avais déjà dit à M. Bajard, donc on verra, mais moi je ne comprends pas pourquoi la ville est propriétaire de marais. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de temps sur les services de la ville, autant je souhaiterais à un moment ou un autre peut-être faire évoluer les massifs sur des choses plus nourricières, on verra ce qui est possible ou pas. Parce qu'il faut aussi que les agents s'y retrouvent dans leur travail. C'est-à-dire que quand vous avez fait des études horticoles et que vous êtes habitué à planter, à avoir des rosiers magnifiques et des fleurs, et des choses comme ça, dire que vous allez planter du chou, c'est déjà un peu plus compliqué et je peux le concevoir. Donc il faut aussi que les services gardent leur motivation. Entre les friches et les choses où on est propriétaire, pour l'instant, j'en suis encore qu'à la question. Et non, il n'y a pas de projet précis sur les marais sur lesquels la ville est propriétaire. Et alors, moi, je serais plutôt pour le filer aux associations pour qu'ils s'en occupent parce que les 3 associations de maraîchers font ça très bien. Voilà. Merci. Voilà. Bon, puis il y a quand même eu un vrai travail depuis 2 ans sur la partie Saint-Paul. De défrichage, c'est pas fini. Sur la compréhension, ce qu'on disait avant que vous arriviez, M. Bess, sur la compréhension de l'hydrologie du site, pour savoir qu'est-ce qui était sous l'eau, pas sous l'eau, pour effectivement
proposer une ventilation entre les terrains voués à l'agriculture urbaine, donc à des maraîchages, les parties plutôt vouées à de l'espace hyper nature, donc plutôt de la biodiversité, donc laisser comme ça avec les 3 strates végétales, et puis peut-être des parties plus vouées à des passages piétons pour que les gens prennent contact avec ces zones qui sont méconnues sans pour autant que ça soit un Disneyland, quoi. Est-ce que j'ai résumé? Oui, très bien. La dernière question, parce que le temps passe. Et juste une petite remarque, justement, pour ce que disait Michel sur les composteurs, et ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'intérêt, souvent la difficulté, c'est pas forcément de créer les choses, même si c'est déjà quelque chose en soi, mais c'est souvent d'animer. De mettre en place des composteurs, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. C'est comme je dirais, de mettre des pistes cyclables, mais il n'y a pas de garage, il n'y a pas de bar pour mettre les vélos à part devant les institutions. Et donc en fait, ça, c'est vraiment d'avoir des gens, peut-être justement, qui peuvent être des gens qui sont salariés de la ville, qui peuvent justement pour animer les quartiers et inciter les gens, parce qu'effectivement, une personne, même si elle fait certainement bien son travail, c'est compliqué. Après, je sais très bien que la question RH et financière qui va avec n'est pas évidente. Mais voilà. Et pour le deuxième point, c'était juste par rapport à la question des friches. Il peut potentiellement y avoir un intérêt à ce que la ville en conserve, si par rapport à la question de par rapport à la question de la restauration collective, tout simplement, avec la possibilité, comme des villes comme Montsartou, qui ont fait le choix d'avoir des friches et d'avoir des maraîchers qui vont ensuite alimenter les cantines de la ville. Ces deux optiques politiques très différentes. Sincèrement, aujourd'hui, c'est pas acté de savoir si effectivement on s'adresse à des maraîchers privés qui viendront alimenter ou tout ça, ou si la ville fait du jardin en régie en embauchant. Voilà. Très honnêtement, il faut qu'on regarde les chiffres, il faut qu'on regarde ce qui est possible. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, les maraîchers bio, voilà, ils ne roulent pas sur l'or. Hein. Enfin, c'est un métier difficile. Vous avez une ferme urbaine qui s'installe. Enfin, voilà, quand je vois son projet, je me dis, mon Dieu, il a le projet de se sortir un SMIC dans 3 ans. Voilà, on a du mal à trouver des porteurs de projets. Enfin, voilà. Et puis pour nourrir, enfin, on parle de 40 000 repas par jour. Oui, mais tu dois commencer. Puis après, justement, le salaire, il pourrait l'avoir potentiellement. Oui, non, mais je veux dire, non, mais ça fait partie des choses aussi qu'on m'a dit au moment de la campagne, donc je l'ai en tête. Très honnêtement, on va commencer par le début. Ça a de l'intérêt que la ville garde certains espaces, dans le fond, pour les laisser en friche. C'est-à-dire que les friches, c'est aussi des nids de biodiversité. Voilà. Et donc, ça peut avoir un intérêt de laisser une friche, en fin de compte, au milieu des marais, pour justement la question de la biodiversité. Madame n'a pas l'air d'accord. Je suis moyennement d'accord avec vous. Parce que justement, moi j'ai un marais et à côté de chez moi c'est une friche. Je peux vous dire que ça pose problème. Ouais. Et à mon avis, c'est pas un écosystème. Hein. Non mais voilà, après ça dépend de l'écosystème. Après oui, ça pose problème. Mais enfin, moi quand je vois des espaces verts hyper lisses, pas une mauvaise, pas une indésirable, pas un pissenlit, pas un machin qui traîne, machin. Voilà. C'est la conversation que j'ai eue quand je suis allée à Versailles voir quelque chose. Il y avait des gens qui visitaient le potager du roi et qui trouvaient que ça ressemblait à rien parce qu'effectivement ils n'avaient pas tout à fait en tête les choses. Je crois qu'il va falloir qu'on s'habitue, très sincèrement, à avoir des endroits qui restent un peu à l'état sauvage. Alors effectivement, parfois c'est moins pratique. L'eau, il y a des moustiques, c'est des racines. Mais Simplement pour dire que sur une précédente étude générale des marais, nous avions prévu avec la ville de Bourges de conserver effectivement un certain nombre de friches de façon à ce qu'elles servent à la fois de roselières et de lieux où se développerait la biodiversité. Mais il faut effectivement peut-être faire partir les friches un peu intelligemment. Voilà. C'est un problème de répartition. Quand on parle de friches, c'est plutôt de l'abandon de parcelles. Oui, mais ça c'est autre chose, l'abandon de parcelles. Moi je parle vraiment de trucs qui de toute façon, on ne pourra pas le remettre en culture. Oui. Parce qu'il y a plus, c'est les pieds dans l'eau. Mais effectivement, l'abandon de parcelles, c'est autre chose. Après, je ne vous apprends rien, les parcelles sont privées. On va s'arrêter là, peut-être. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. On peut applaudir.